Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la belle ferronnière. J'espère que vous avez suivi un peu la Joconde hier, parce que tant mieux, parce qu'on en parlera forcément. C'est la belle ferronnière, vraisemblablement l'un des portraits féminins de Léonard de Vinci. Enfin, est-ce vrai? On va le voir, parce que c'est vraiment Léonard de Vinci. En tout cas, pour, je dirais, la plupart d'entre nous, la belle ferronnière, c'est a priori un tableau du Louvre. Tableau de Léonard de Vinci, accroché dans la grande galerie du Louvre. En fait, un panneau de bois de noyer, qui fait 63,5 cm de haut sur 44,5 de large. La belle ferronnière, c'est ainsi qu'on l'appelle, mais en fait, est-ce qu'on est certain que c'est la belle ferronnière? Et d'abord, qui est la belle ferronnière? Parce que finalement, on répète ce nom, on l'entend régulièrement, on l'identifie à une image, mais qui est cette dame et qu'est-ce que ça veut dire, la belle ferronnière? Alors en fait, l'apparition, la première apparition, les plus anciennes apparitions, je pourrais dire, de ce personnage, apparemment historique, remonte au XVIIe siècle, à la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans des ouvrages historiques de cette époque, je vous en montre un qui semble même l'ouvrage dans lequel on découvre pour la première fois ce nom de belle ferronnière, c'est l'apparition de ce personnage, cet abrégé chronologique ou extrait de l'histoire de France du sieur de Mézeray. Le sieur de Mézeray donc, raconte un peu l'histoire de France, et notamment le règne de François Ier, du grand règne de François Ier, donc le dernier mécène de Léonard de Vinci. Vous vous souvenez que Léonard a vécu ses dernières années en France, à partir de 1516-1517 et jusqu'à sa mort en 1519, donc auprès du roi François Ier. Et à un moment donc de la vie de François Ier par le sieur de Mézeray, il est question, vers la fin des années 1530, plus précisément en 1539, d'un événement tout à fait particulier. Alors je vous lis ce passage du sieur de Mézeray. 3 mois après, le roi fut grièvement malade d'un fâcheux ulcère qui lui vint à la partie que les médecins nomment le périnée. Ce mal, disait-on, était un effet d'une mauvaise aventure qu'il avait eue avec la belle ferronnière, l'une de ses maîtresses. Le mari de cette femme, désespéré d'un outrage que les gens de cour n'appellent que galanterie, s'avisa d'aller en un mauvais lieu, s'infecter lui-même pour la gâter et faire passer sa vengeance jusqu'à son rival. La malheureuse en mourut, le mari s'en guérit par de prompts remèdes, le roi en eut tous les fâcheux symptômes, et comme ses médecins le traitèrent selon sa qualité plutôt que selon son mal, il lui en resta toute sa vie quelques-uns, dont la malignité altéra fort la douceur de son tempérament et le rendit chagrin, soupçonneux et difficile, mais à dire vrai, plus exact, plus ménager et plus attaché à ses affaires. Comme quoi, il y a toujours une vertu dans certaines maladies. Bref, en tout cas, c'est, semble-t-il, vous voyez, à cette époque-là, au milieu du XVIIe siècle, qu'apparaît ce personnage, apparemment donc un personnage historique, de la belle ferronnière, mais dont on connaît finalement très peu de choses. C'est simplement la maîtresse, l'une des maîtresses de François Ier, très réputée pour être là encore, grand amateur de belles laidones et de ces belles femmes. Le sieur de Mézeray semble en fait s'inspirer d'un plus vieux document, en fait, et qui semble même la plus ancienne mention de ce personnage, de cette maîtresse, qui a eu donc un rôle assez fatal pour François Ier. Ce texte plus ancien, c'est celui de Louis Guyon, les diverses leçons de Louis Guyon, sieur de la Noche. Alors, qui était ce monsieur-là ? C'était en fait un médecin qui a vécu au XVIe siècle. Il a commencé en fait sa vie sous le règne de François Ier et il était assez proche de la cour, notamment d'Anne de Montmorency, du connétable Anne de Montmorency. Et cette vie au XVIe siècle, du vivant de François Ier et surtout proche de la cour, lui a sans doute permis de connaître un certain nombre d'histoires autour de la vie du souverain. Et donc ce Louis Guyon, dans ce texte des diverses leçons, nous raconte en fait la même histoire que le texte donc, du sieur de Mézeray, c'est-à-dire que François Ier aurait séduit une dame. La différence, c'est que pour Louis Guyon, elle n'était pas du tout consentante. Au contraire, elle voulait absolument, elle a fui le roi François Ier, mais le mari, qui apparemment était un avocat, donc là on en sait un petit peu plus, cet avocat, voyant qu'il aurait bien du mal à épargner sa femme, décide de se venger en allant donc s'infecter dans des lieux un peu perdus, attraper cette maladie et la passer à sa femme, puis enfin donc au roi. On a donc, alors cette fois, le Louis Guyon ne nous donne pas d'identité de la dame, il parle simplement d'une femme, on n'a pas le mot de belle ferronnière. Il dit qu'il ne donne pas son nom parce que sa famille constitue une famille tout à fait installée dans le royaume de France, et donc par égard envers ses descendants, il ne préfère ne pas donner le nom donc, de cette femme dont on sait simplement qu'elle est la femme, l'épouse d'un avocat.
Alors il est difficile aujourd'hui d'établir en fait la véracité de cette histoire. Est-ce que la belle ferronnière a véritablement existé? Je ne pourrais pas vous le dire. C'est vrai que ces derniers, quand vous lisez un certain nombre d'ouvrages biographiques sur François Ier, où l'histoire n'est pas du tout contée, ou alors elle est rejetée comme un mythe autour de François Ier, comme il y en a effectivement d'autres. Néanmoins, c'est vrai qu'on a le témoignage Louis Guyon de quelqu'un qui a vécu, comme je le disais, au XVIe siècle, et que ces histoires rapportées donc au tout début du XVIIe siècle, Louis Guyon, cette publication, vous voyez, c'est dans le tome 2 des diverses leçons, ça a été publié à titre posthume en 1625, donc longtemps après la mort de François Ier. Néanmoins, tous ces textes, c'est vrai, donnent des informations qui concordent néanmoins avec la vie de François Ier, notamment, effectivement, tous les témoins autour du roi disent bien que c'est en cette fin des années 1530 qu'il a eu ce problème, cette maladie avec cette fistule au niveau du périnée. Par ailleurs, le souverain lui-même semble avoir été conscient que cette maladie était liée à sa vie un petit peu dissolu, puisqu'à la fin, dans ses derniers moments d'existence, il rappelait, selon les témoins de l'époque, il disait « Dieu me punit par où j'ai péché ». Alors bon, anecdote véritable ou pas, en tout cas, ça n'est pas forcément complètement un mythe. Alors ce qui est amusant pour nous, c'est que, qui sommes amateurs et qui sommes là pour Léonard, c'est qu'au moment où se divulgue cette anecdote de la belle ferronnière, donc au milieu du XVIIe siècle, seconde moitié du XVIIe siècle, surgit justement dans la collection de peintures du roi Louis XIV un portrait censé... Alors, je crois que je vous avais quand même montré le portrait de François Ier. Vous voyez, bien gourmand, pas seulement enfin toutes sortes de bonnes chairs, on va dire. Voilà, je vous avais le très beau portrait de Titien que vous pouvez voir dans la salle de la Joconde aujourd'hui. Voilà, surgit dans la collection du roi Louis XIV, en fait en 1683, lorsque le peintre de Louis XIV, Charles Lebrun, fait l'inventaire des tableaux du roi Louis XIV. Eh bien, il mentionne le portrait de la belle ferronnière. Alors, ce portrait, néanmoins, ça n'est pas celui que l'on imagine, mais en fait, ce portrait de profil, lui aussi attribué à Léonard de Vinci, sur un fond noir, toujours une femme sur un fond noir, mais elle de profil, sur bois, un petit peu plus petit en fait que le tableau du portrait de dame de trois quarts que je vous ai montré auparavant, qui est pour nous notre belle ferronnière, mais qui au XVIIe siècle n'était absolument pas la belle ferronnière, c'était bien elle. Ce portrait que vous voyez devant vous, on en suit la trace tout au long de l'Ancien Régime, et il apparaît dans tous les anciens inventaires de l'Ancien Régime, toujours sous le nom de belle ferronnière, et il est du reste entré tout à fait naturellement avec la Révolution dans les collections du Louvre. Il est toujours chez nous au Louvre, rarement exposé, il est vrai, parce que depuis le XIXe siècle, eh bien, on ne l'attribue plus à Léonard, mais plutôt à un artiste de son entourage. C'est un tableau qui, effectivement, à côté de celle que l'on pense, nous, être la belle ferronnière, est quand même nettement moins réussi, nettement moins beau, et effectivement, il est essentiellement, dans l'essentiel de son temps, en réserve. Alors, ce que l'on peut dire de ce tableau-là, que vous voyez devant vous, pas grand-chose. On connaît assez mal son histoire. Il apparaît pour la première fois en 1683 dans cet inventaire de Charles Lebrun. Il représente une jeune femme habillée à la mode française, mais rien ne prouve que ce soit bel et bien le portrait de l'amante de François Ier. Du reste, il est amusant de noter que dans d'autres collections, il existe aussi des belles ferronnières, des portraits de belles ferronnières. Je vous en montre un tout de suite. Dans les collections du musée Carnavalet, ce tableau du XVIe siècle, alors je vous montre, vous m'excuserez, une photo au moins de bonne définition, mais avant sa restauration toute récente, elle a été restaurée il y a un mois et je n'ai pas pu avoir la photo après restauration. Il est en fait déposé par le musée Carnavalet à Azel-Rideau, donc si vous allez au château d'Azel-Rideau, vous aurez la chance de voir ce portrait-là. C'est le portrait là aussi de la belle ferronnière. Alors la photo est un peu coupée, mais il y a bien la mention ici, l'inscription la belle ferronnière, et au revers d'ailleurs la date de 1539, celle qui serait la date, l'époque où le roi aurait été infecté par cette maladie sexuelle. Bref, tableau du XVIe siècle, vous voyez, qui représente la belle ferronnière, qui ne ressemble pas vraiment à celui du Louvre, et un autre, plus tardif, pour vous montrer que cette histoire a suscité toutes sortes de représentations, un tableau qui n'est pas en bon état, malheureusement. Il fait partie d'un cycle décoratif des amantes royales. C'est un tableau qui est au musée Tessé du Mans, et là encore, on a cette inscription, la belle ferronnière de François Ier. Vous voyez que cette histoire de la belle ferronnière était tout à fait connue au XVIIe et au XVIIIe siècle, et on aimait à représenter, dès le XVIe, mais aussi encore, ici c'est un tableau du fin XVIIe, début XVIIIe siècle, on a aimé représenter le portrait donc de cette amante supposée de François Ier.
En tout cas pour nous, ce qui est clair, c'est qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, la belle ferronnière est bel et bien ce portrait de dame de profil, et non pas ce portrait, l'autre portrait de femme tourné de trois quarts, qui, comme je vous le disais, est lui aussi un tableau de la collection royale, donc on le trouve dans tous les inventaires de la collection royale, mais simplement comme le portrait d'une femme anonyme, on ne sait rien, les deux sont attribués à Léonard. Dans un cas, la belle ferronnière, de l'autre côté, on dit simplement le portrait d'une femme par Léonard de Vinci. Alors à vrai dire, nos prédécesseurs qui s'occupaient des collections royales, eux, voyaient très bien la différence entre ces deux femmes, ce qui peut-être aujourd'hui nous est moins familier parce que la mode des anciens temps nous est effectivement moins familière, mais nos prédécesseurs voyaient très bien qu'il y avait, certes c'était des tableaux de la même époque, mais qu'il y a une grande différence entre ces deux dames. La belle ferronnière est habillée à la mode française, avec cette grande coiffe qui descend jusqu'en bas de ses épaules, vous voyez ici, cette grande coiffe noire, avec ces ornements tout à fait qui permettent de maintenir cela sur la chevelure. C'est un habit tout à fait caractéristique des femmes françaises de cette époque. Je vous montre à titre de comparaison le portrait d'Anne de Bretagne, la femme de Louis XII, donc reine de France à la fin du XVe et début du XVIe siècle, et vous voyez qu'on est face à une coiffure tout à fait et un habit tout à fait similaire. La belle ferronnière, effectivement, un tableau représentant une dame habillée à la mode française de la fin du XVe et du début du XVIIe siècle. De l'autre côté, la dame de trois quarts, elle porte un costume tout à fait caractéristique des costumes italiens, ce qu'on appelle l'habit à l'espagnol. Je reviendrai un petit peu plus tard, alors c'est tout à fait italien, mais ça s'appelle l'habit à l'espagnol parce que c'est une mode qui vient vraisemblablement du sud de l'Italie, de la péninsule italienne, donc de Naples, qui était sous domination espagnole. En tout cas, avec ce genre d'habits et de coiffure, vous voyez, avec la raie au centre, ce diadème qu'on va appeler à partir du XIXe siècle la ferronnière, les cheveux plaqués retenus à l'arrière, un dispositif, enfin un habit, une mode tout à fait identique à un portrait caractéristique lui aussi de la Lombardie, des portraits lombards de la fin du XVe siècle. Je vous montre ici une très belle sculpture de Gian Cristoforo Romano, un buste qui se trouve au Louvre et qui représente, ça on sait qui c'est parce que heureusement c'est écrit, Béatrice d'Este, c'est-à-dire l'épouse du duc de Milan, Ludovic le Mort. Et je dirais que la comparaison entre les deux est tout à fait éloquente. On voit bien que les deux dames sont habillées exactement de la même. Vous retrouvez la ferronnière ici. Les deux dames sont habillées à peu près de la même façon, ont la même coiffure. Et ce qui nous permet bien de comprendre que cette femme est habillée à la mode lombarde, ce qui correspond en plus à un épisode de la vie de Léonard. Souvenons-nous que Léonard a vécu dans le duché de Milan, au service de Ludovic le Mort, entre 1483 et 1499. Alors c'est seulement au début du XIXe siècle, en fait, que le nom de belle ferronnière va s'attacher non plus seulement à ce portrait-là, mais à celui-ci. Souvent on dit, vous lirez peut-être pour ceux qui veulent aller plus loin dans la littérature, que c'est dans les inventaires royaux du XVIIIe siècle. Il y a une confusion, absolument pas. Lorsqu'on lit précisément les inventaires royaux, on voit que tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, les deux tableaux sont nettement séparés. L'auteur, en fait, de cette méprise semble être quelqu'un que l'on connaît bien, vous allez peut-être le reconnaître, l'un des plus grands peintres de la première moitié du XIXe siècle, Jean-Auguste Dominique Ingres. Ingres qui, dans ses premières années, a gravé un certain nombre de très beaux tableaux du Louvre, et notamment, il s'est attaché au tableau de trois quarts, le portrait de femme de trois quarts de Léonard de Vinci, et il a fait donc un dessin, que je vous montre ici, un dessin préparatoire, vous voyez, mis au carreau, qui est prêt à donc servir au graveur pour donc réaliser une gravure. Le graveur est un certain Lefebvre, donc ils ont fait cette gravure et ils ont eu la mauvaise idée d'inscrire au bas de la gravure la belle ferronnière. Et c'est ça, je dirais que l'erreur est venue de là et s'est développée après, régulièrement. Et il faut être vraiment conscient qu'une gravure, c'est très important à l'époque. C'est un peu les photographies de notre époque, c'est-à-dire que pour connaître l'image d'un tableau, eh bien, on utilisait les gravures qui pouvaient être reproduites assez facilement, et on collectionnait aussi les gravures. Donc, pour savoir qui était la belle ferronnière, on pouvait s'acheter le portrait de la belle ferronnière, et donc, à cette époque-là, à partir du début du XIXe siècle, on avait non plus la tête de femme de profil, mais celle représentée de trois quarts.
Alors les historiens qui quand même, les historiens du Louvre surtout, qui connaissaient, qui savaient que ça n'était pas la Dame de trois quarts, ont tout de suite critiqué et ont dit attention, Ingres, il y a une gravure qui est arrivée, dès les années 1804-1805, on dit attention, il y a une gravure qui est arrivée, signée de Ingres, ça n'est absolument pas la Belle Ferronnière, mais il n'y a rien eu à faire. Ce titre s'est développé et a collé de plus en plus à la peau du portrait de trois quarts. Alors cela s'explique certainement parce que en fait, au musée du Louvre, en ce début du XIXe siècle, eh bien, le connoisseurship, c'est-à-dire ce lent travail de comparaison des œuvres entre elles pour essayer de créer un corpus d'œuvres autour d'un artiste, ce travail, je dirais, d'analyse stylistique des tableaux, a valorisé ce tableau-là. Ces deux tableaux étaient connus comme Léonard, mais c'est vrai que celui-là était d'une qualité assez extraordinaire et on a continué à l'attribuer à Léonard au début du XIXe siècle dans les collections du Louvre. En revanche, celui-là, il y avait une certaine sécheresse dans la construction de l'anatomie, dans le travail, même des carnations, dans le rendu des étoffes, et donc on l'a déclassé comme atelier, comme d'après Léonard, copie peut-être d'après Léonard, atelier de Léonard, on sache très bien, et ce déclassement a fait qu'on l'a laissé en réserve. Donc en fait, la vraie Belle Ferronnière n'était plus visible au Louvre. La seule Belle Ferronnière qu'on pouvait se mettre sous la main, c'était le portrait de trois quarts. Pardon. Il est possible aussi, je dirais, que ce soit par commodité, goût de l'anecdote. Il faut dire que quand on regarde un tableau, c'est comme pour la Joconde, si vous voulez. C'est toujours agréable d'avoir un petit nom, une petite appellation sympathique qui rappelle des histoires. Appeler un tableau... Oula, j'ai fait une petite erreur. Appeler un tableau portrait d'une dame anonyme, ça ne dit pas grand-chose, alors que appeler un très beau portrait d'une femme ravissante, en plus qui a un regard tout à fait surprenant, c'est quand même toujours plus savoureux de l'appeler par une appellation comme ça, la Belle Ferronnière. Il y a un côté énigmatique, voilà, une anecdote qui se cache derrière. Et évidemment, l'être humain adore toujours davantage ce genre d'anecdote plutôt que la vérité plate, un peu ennuyeuse de femme anonyme. Alors ce titre erroné connaît alors au début du XIXe siècle un immense succès et je dirais c'est vraiment au cours de cette première moitié du XIXe qu'il va complètement coller à la peau du tableau, du portrait de trois quarts qui se trouve au Louvre. Il faut dire qu'en cette première moitié du XIXe siècle, il y a un goût pour l'histoire considérable, l'enseignement, l'histoire se met véritablement en place à ce moment-là. Et notamment, il y a un goût tout à fait particulier pour cette période de la Renaissance, le règne de François Ier qui apparaît comme un des moments les plus glorieux de l'histoire de France. Toute une littérature surgit à ce moment-là, des écrivains qui racontent la vie de François Ier, et on ne manque pas, bien sûr, de broder autour des amours donc de François Ier et la Belle Ferronnière. C'est d'ailleurs à ce moment qu'un certain nombre de développements, de détails apparaissent sur la vie de cette dame. Vous saviez, on ne savait simplement femme d'un avocat, et puis après on avait une autre source qui disait qu'elle s'appelait la Belle Ferronnière. Alors les gens, évidemment, c'était un peu sec comme élément, et à ce moment-là, un certain nombre d'auteurs vont inventer, vont développer, vont dire par exemple l'avocat s'appelait Monsieur Le Ferron, d'où Madame la Ferronnière. D'autres vont dire non, c'était pas un avocat, mais c'était un ferronnier, c'était sa profession, et donc c'était la Ferronnière. Bon, vous voyez qu'on est loin là, on s'éloigne de plus en plus de l'histoire. Là encore, je pourrais encore moins vous dire quelle est la vérité dans cette histoire-là. En tout cas, vous trouverez dans la littérature ancienne soit la femme d'un avocat, soit la femme d'un ferronnier. Mais tout ça est vraiment encore le signe de ce grand succès de cette anecdote autour donc d'un roi François Ier amateur de belles femmes. Autre preuve du succès de cette anecdote dans la vie du souverain, cette fois dans le domaine de la musique, avec des partitions qui sont consacrées, composées en l'honneur de cette belle ferronnière qui avait conquis le cœur du grand roi François Ier. Je vous montre par exemple ce frontispice d'un quadrille pour piano de Crispiniano Bosisio qui date de 1845, mais je pourrais vous en montrer d'autres, comme cette grande valse composée par Louis Julien, où l'on voit donc le couple pas loin d'être enlacé. On voit aussi alors, en cette première moitié du XIXe siècle, les traits du portrait, de notre portrait de trois quarts, de celle qui est désormais la fausse Belle Ferronnière. On voit son portrait apparaître dans la peinture d'histoire de cette première moitié du XIXe siècle. Vous savez que là aussi, c'est un genre, cette peinture qu'on qualifie parfois de troubadour, cette peinture d'histoire qui aime à faire revivre ces grands moments de l'histoire de France et surtout de cette époque de la Renaissance. Je vous montre ici, là encore, un tableau du Louvre, du baron Gros,
qui représente, alors c'est particulièrement raffiné d'un point de vue historique, le Baron Gros a dû ou se renseigner ou bénéficier d'indications d'historiens, de gens qui avaient quand même consulté ces mémoires historiques. En tout cas, on voit ici François Ier recevoir l'empereur Charles Quint à l'abbaye de Saint-Denis en 1540, et notre Baron Gros ne manque pas de représenter dans l'assistance, il y a un certain nombre de dames dans la partie supérieure, dans la loge supérieure, et vous voyez aussi au premier rang, curieuse rencontre, notre belle ferronnière tout à fait coquette ici, qui a l'air de ne pas y toucher, se cache derrière le pilier, on voit enfin sa main, ça a été un grand mystère, pourquoi la belle ferronnière n'a pas de main, mais grâce au Baron Gros, on voit à quoi ressemblaient ses mains, et elle regarde discrètement le roi François Ier, dont elle a manifestement déjà conquis le cœur. Bon, je ne sais pas pourquoi Mona Lisa est ici, notre Lisa del Giocondo, qui apparaît aussi là en 1540, donc il lui restait 2 années à vivre. Je pense que Lisa Gherardini ne s'est jamais rendue en France, mais bon, il doit être piquant d'en faire là aussi l'une des maîtresses peut-être de François Ier. Alors je vous montre maintenant quelques autres images qui sont tout à fait savoureuses aussi, qui participent vraiment de ce mythe de la belle ferronnière, qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à appeler le tableau du Louvre autrement que la belle ferronnière, à cause de ces images, de son nombre d'images, de son nombre finalement d'anecdotes autour de ce personnage. Alors ici je vous montre 2 estampes d'Achille de Veria, qui date de 1845, la première qui représente, donc vous voyez carrément Léonard de Vinci lui-même, qui est en train de dessiner le portrait de la belle. Bon, François Ier a l'air de s'ennuyer un peu, il est en train de lire un livre avec le petit chien, enfin c'est vraiment un intérieur bourgeois, on l'a recréé en 1845, c'est tout à fait amusant. Et puis le résultat ici, la belle ferronnière, qui est un petit peu plus déshabillée que dans le portrait Léonard de Vinci, bref, sans commentaire, et puis François Ier qui manifestement apprécie autant les beautés en vrai que les beautés peintes, représenté ici, il admire le portrait peint par Léonard de Vinci. Alors manifestement, même si vous voyez de temps en temps, on voit que le Baron Gros, c'est la visite de Charles Quint en 1540, et on sait qu'a priori, selon les mémoires, la belle ferronnière, ça se passe en 1539, donc il y avait un petit peu un souci historique. Là, en revanche, ça ne dérange pas de représenter ce genre de choses. Souvenons-nous que 1539, Léonard est mort depuis 20 ans, donc autant dire que sa présence, pas si vieux que ça d'ailleurs, où ils n'ont pas fait une barbe grisonnante, sa présence est tout à fait absolument impossible. Léonard, mourant en 1519, n'a jamais pu peindre le portrait de la belle ferronnière en 1539, année où, soi-disant, elle rencontre François Ier. Je crois que je vous ai gardé un dernier petit tableau, parce que j'aime beaucoup ce genre de peinture savoureux. On voit ici François Ier avec sa sœur chérie, Marguerite de Navarre, tableau de Nicaise de Kayser qui date des mêmes années, 1844, et on voit trôner donc dans le cabinet d'études du souverain, toujours avec son petit chien, le portrait de la belle ferronnière qui l'observe du coin de l'œil. Le tableau jouit alors vraiment d'une très très grande célébrité même, presque autant, voire plus que notre Mona Lisa. Et d'ailleurs, avant même la Mona Lisa, avant même la Jocondomania, il y a eu une sorte de belle ferronnière mania. Vous voyez la belle Joconde transformée en tasse à chocolat. Alors c'est quand même plus élaboré que nos produits dérivés actuellement vendus. La RMN, la Réunion des Musées Nationaux, pardonnera. Là, c'est quand même la très belle porcelaine de Nast. C'est magnifique. J'en achèterai sans problème. Faite à Paris vers 1815-1820. Et vous voyez, on voit ce très beau portrait donc de l'amante supposée de François Ier surgir. Cette fois, nous regarder directement, alors que dans le tableau c'est un petit peu différent. Mais vous voyez que ce tableau jouit alors d'une extraordinaire réputation. Et du reste, ces abysses, la mode que l'on voit sur ce portrait finit par devenir une mode au goût du jour dans ces années de la Restauration, donc sous la Restauration de la monarchie, sous la monarchie de Juillet également, dans ces années 1820, 30, 40. On le voit notamment avec cette apparition des ferronnières chez les dames, donc ce filet que vous voyez ici avec le bijou qui apparaît ici au centre, ce diadème, se développe dans ces années de la Restauration. Je vous montre ici notamment Mademoiselle Resner, professeure d'accordéon, que vous voyez ici, avec vous voyez, c'est la mode de l'époque, collier châtelaine et ferronnière, et de l'autre côté, ces toilettes de soirée des années 1830-35, où la ferronnière aussi apparaît, qui ceint le front de cette charmante jeune femme. Alors évidemment, l'arrangement des cheveux est un petit peu différent, mais
Mais néanmoins, la ferronnière est tout à fait à la mode. C'est d'ailleurs à ce moment-là, en réalité, que le mot de ferronnière ne désigne plus souvent, ça s'est passé dans ce sens-là, parce que de temps en temps, on dit que on ne sait pas très bien si ça vient, le mot vient de la bijouterie et a été appliqué au tableau, ou c'est le contraire. Non, c'est vraiment le tableau qui a donné le nom à l'ornement en orfèvrerie. Alors finalement, si notre belle ferronnière n'est pas la belle ferronnière, mais alors qui est-elle? Et finalement, que sait-on de certain sur ce tableau? D'abord, je dirais, il y a la question de l'auteur de la belle ferronnière. Est-ce bien une œuvre de Léonard de Vinci? Après tout, il n'y a aucune signature sur ce tableau et si on regarde les documents d'archives anciens, personne n'évoque clairement ce portrait de Léonard de Vinci. Ce que l'on sait simplement, c'est qu'il est décrit dans la collection royale de France au XVIIe siècle, qu'il est toujours donné, à partir du XVIIe siècle, il est toujours donné à Léonard de Vinci dans ses inventaires anciens, donc XVIIe, XVIIIe siècle. Pour autant, on ne peut pas cacher que depuis le début du XXe siècle, depuis que ce travail de connoisseurship s'est développé, donc d'analyse stylistique des œuvres attribuées à Léonard de Vinci, eh bien certains spécialistes se sont quand même mis à douter de cette attribution. Ils étaient gênés en fait par certains détails du tableau qui, il est vrai, ne sont pas habituels dans l'œuvre de Léonard, qui est toujours si précis, qui a ce goût naturaliste, qui reproduit la nature d'une façon extrêmement sensible. Et c'est vrai qu'un des ornements les plus célèbres du tableau, la ferronnière, vous voyez, le bijou lui-même est quand même rendu d'une façon assez naïve. Bon, qu'est-ce que c'est? Il y a vaguement une sorte de forme rectangulaire, rougeâtre. Est-ce que c'est un rubis? Et puis sur le côté, c'est d'être serti, on voit peut-être de l'or, c'est jaunâtre, mais on ne peut pas dire que ça soit le chef-d'œuvre de rendu de Léonard de Vinci. De la même façon, vous voyez ici la chevelure, alors il y a ainsi un très beau reflet, un peu mouvementé de la lumière, mais ici, toute cette zone-là est assez plate. Bon, est-ce que là aussi, c'est pas du meilleur Léonard de Vinci? Autre élément qui a aussi beaucoup étonné certains spécialistes, c'est ce parapet en bas qui coupe, qui bloque un peu la composition. Et au lieu d'avoir un parapet, un beau volume dans ce parapet qui construit la perspective du tableau, on a quelque chose d'assez plat. Alors ici, c'est blanc, effectivement, mais là, c'est un peu grisâtre, mais ça s'arrête là. On comprend pas très bien la superposition, en tout cas pas parfaitement. Est-ce qu'ici, c'est dans la continuité de cette partie-là, ou est-ce que c'est au contraire un rebord horizontal? C'est pas effectivement évident de le dire. Tous ces éléments ont poussé certains spécialistes à dire non, en fait, ce tableau la fausse belle ferronnière n'est pas de Léonard, mais plutôt de l'un des meilleurs élèves de Léonard, Giovanni Antonio Boltraffio, qui en fait un élève qui est entré dans fin des années 1480-1490 dans l'atelier de Léonard. Je vous montre l'un de ses portraits qui est ici donc sur la gauche. Et donc dans la littérature, à partir du début, la fin du 19e, début 20e siècle, et même jusque dans les années 1980-90, plusieurs spécialistes émettent des doutes sur l'autographie du tableau du Louvre et privilégient plutôt une attribution à Boltraffio. Alors il faut dire que sur cette question, nos prédécesseurs, il ne faut pas trop critiquer ceux qui sont venus avant nous, n'ont pas forcément bénéficié d'une bonne vision du tableau de la belle ferronnière. Voilà la belle ferronnière, il y a ne serait-ce que 9 mois. Avant sa restauration, pendant longtemps, le tableau a été recouvert de très épais vernis, de petits repeints aussi, des vernis donc, qui ont été posés au fur et à mesure de la vie de l'œuvre par des restaurateurs au cours du temps, qui vieillissent naturellement, c'est-à-dire qu'ils s'assombrissent, ils s'oxydent, ils jaunissent. Tous les petits accidents, les craquelures prématurées, des petites minuscules pertes de matière sont recouvertes aussi par des restaurateurs, ce qu'on appelle donc des repeints, des retouches, et comme elles ne vieillissent pas comme les matériaux d'origine, forment ces petites taches que vous voyez ici. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la littérature, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ce que disent les spécialistes de la belle ferronnière est très étrange. Certains disent par exemple « Ah, c'est une belle italienne à la peau bien mate, on dirait vraiment une napolitaine », alors que, telle qu'on la voit aujourd'hui, après restauration, elle a au contraire une peau très blanche, très préservée du soleil. On voit bien que le tableau était très recouvert de vernis, et donc que la matière picturale du tableau était assez peu compréhensible. La qualité du fer pictural était assez peu compréhensible de la part de nos spécialistes. La belle ferronnière, justement, j'en dis deux mots, vient d'être restaurée fin 2014, début 2015. Je vous montre quelques images, d'abord l'avant et après, qui est toujours un peu, on voit le résultat, c'est toujours un peu marquant. Il a consisté en fait en un allègement des vernis sur tout le tableau, et vous voyez que la grande chance a été qu'en allégeant ces vernis, toutes les petites taches qui avaient été en fait posées lors de la précédente restauration en 1952 sont parties. On a retrouvé quelque chose d'assez pur sur le front. Je crois que je vous montre un détail du visage.
visage. Et puis surtout cette tache rougeâtre, hein, qui est en fait, on a pu mieux la comprendre, que certains avaient compris comme un reflet du vêtement rouge sur la joue. En réalité, on a compris que c'était une abrasion de la couche colorée, c'est-à-dire que là où Léonard prépare une sous-couche rougeâtre assez chaude, puis après la calme par une couche superficielle transparente beaucoup plus froide, un grisâtre, qui crée un reflet en fait assez blanc clair, hein, froid. Ce reflet, donc cette dernière couche transparente a été usée, malheureusement peut-être au cours d'une très ancienne restauration dont on n'a pas de documentation, et ça crée cette espèce de tache rouge qui a été finalement calmée. On a simplement légèrement calmé, elle n'a pas complètement disparu, mais on la sent encore un peu, surtout quand vous verrez le tableau, hein, mais elle a été légèrement calmée pour retrouver au contraire cette ligne, hein, cette très belle lumière indirecte, beaucoup plus claire et froide. Hein. C'est vraiment un tableau travaillé sur des tonalités tout à fait froide. Alors cette restauration qui a été terminée par Agnès Malpel, qui a été la restauratrice de ce tableau-là, grâce à l'aide du Centre de recherche et de restauration des musées de France, permet aujourd'hui, je dirais, de redécouvrir toute la qualité picturale de ce tableau, hein. L'extraordinaire, je dirais, travail, ces transitions de l'ombre et de la lumière sur la joue, sur le cou, hein, sur le front, l'animation de la carnation avec ce vermillon, le vermillon qui vient vraiment roser le tableau, donner de la vie, animer ce visage, hein. Toute la douceur, la richesse, la différence des étoffes aussi ressurgit depuis cette restauration, et puis aussi la couleur elle-même, hein, la richesse de cet habit, hein, qui joue entre le rouge, les galons dorés, la chemise bouffante, hein, qui ressort à travers le crevé des manches, et puis les rubans verts, hein, tout ce coloris merveilleux, très, très élaboré, ressurgit grâce à cet allègement des vernis. Et puis par ailleurs, on comprend mieux aujourd'hui ces zones problématiques du tableau, hein, notamment le parapet qui apparaît clairement comme en fait une zone très manifestement inachevée, où Léonard commence à poser certaines zones d'ombre, mais manifestement, ce n'est pas le seul cas de tableau là où Léonard nous laisse sur notre fin, en laissant les œuvres inachevées. On a vraiment cette impression dans cette zone du parapet qui n'est pas encore complètement construite. Et enfin, on a aussi une impression, je dirais, un peu comparable, mais quand même différente, c'est-à-dire dans la partie de la ferronnière, on a là en revanche l'impression que cet attribut étant important, cette finition a été portée par une autre main, clairement, hein, tant la différence est énorme entre la résille, hein, de la coiffe derrière, qui est d'un raffinement inouï, et cette partie-là qui n'est pas usée. Là, on a pu le voir on le voit mieux, ça n'est pas usé, c'est manifestement peut-être une intervention d'une autre main beaucoup moins habile que celle de Léonard. Mais ce qui ne sont pas des choses étonnantes, hein, des tableaux qui datent de plus de 500 ans, qu'ils aient été inachevés, que quelqu'un ait apporté des petites touches importantes pour le commanditaire, cela n'a absolument rien d'étonnant. En tout cas, cette qualité est suffisamment grande, suffisamment extraordinaire, je dirais, pour privilégier la piste de Léonard de Vinci. Je dirais que malheureusement, Léonard de Vinci n'a jamais réussi à former, n'a jamais eu dans son entourage des gens aussi brillants que lui. Boltraffio est un beau peintre, mais jamais aussi extraordinaire que Léonard. Et j'espère que vous avez pu apprécier cette différence dans la comparaison que je vous ai donnée, hein. Autre signe, je dirais, d'intervention vraiment de quelqu'un qui est assez génial, c'est la composition en elle-même. Elle montre vraiment un esprit d'innovation. Et pour ça, je crois qu'il est important de se remettre dans l'époque à laquelle Léonard compose ce tableau-là. Ces années 1480-90, hein, dans le duché de Milan, hein, Léonard, vous savez, travaillait donc pour Ludovic le Mort. À cette époque-là, sont vraiment privilégiés pour les portraits importants la formule. Ah oui, ça, je vous avais mis cette image-là pour vous montrer la qualité et comparer la qualité, je dirais, des transitions de lumière, hein, côté d'un tableau qui, lui, n'a pas été la Vierge au Rocher, un détail de la Vierge au Rocher, hein, l'ange de la Vierge au Rocher, qui est absolument merveilleux et qui rappelle, hein, dans ces transitions d'ombre et de lumière, hein, l'extraordinaire qualité de la belle ferronnière. Oui, côté innovant de la composition, je le montre ici en comparant avec les formules que privilégie la cour de Milan. Donc, manifestement, la cour de Milan aime ses portraits sur fond sombre, les fonds noirs, et surtout privilégie les présentations de profils, hein, qui rappellent donc ces profils à l'antique, hein. C'est vrai que, ici, vous voyez le portrait de Bianca Maria Sforza, la fille du duc, hein, Galeazzo Maria Sforza, par Ambrogio de Predis, un tableau qui est à la National Gallery de Washington. Et c'est typiquement le genre de représentation goûtée par la cour de Ludovic le Mort.
La présentation de trois quarts, elle, est une nouveauté un peu pour le monde lombard. Hein. C'est une formule qui a été largement développée par les peintres flamands. Je vous montre un des plus beaux exemples, hein, Roger van der Weyden. Hein. Et c'est une formule qui va vraiment intéresser les peintres italiens les plus ambitieux. Et parmi les prédécesseurs de Léonard, quelqu'un de très important, Antonello da Messina. Vous savez, Léonard a toujours été vraiment très fasciné par la peinture flamande. Léonard, d'une certaine façon, il a voulu être le meilleur peintre italien dans le goût flamand. C'est avec ce souci descriptif, en utilisant cette peinture à l'huile qui permet d'avoir une transparence de la matière, de créer un volume grâce à ce que permet les superpositions de la peinture à l'huile, créer vraiment des transitions dans une lumière absolument merveilleuse. Il était fasciné par cette peinture nordique et tout comme Antonello da Messina. Antonello da Messina avait vécu un certain temps en Lombardie, a fait des portraits là-bas et il n'est pas impossible que Léonard était fasciné par ces portraits, par les formules réutilisées par Antonello. Là encore, Léonard est une sorte de génie. Léonard, c'est pas quelqu'un qui bouleverse, qui invente tout. C'est au contraire quelqu'un d'assez génial qui fait la synthèse des innovations des gens de son époque pour les dépasser, pour encore réutiliser encore mieux ces formules pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est ce que l'on voit. Hein. Là, je vous montre le portrait du condottiere d'Antonello da Messina, tableau que vous connaissez sans doute, qui est dans nos galeries au Louvre. Hein. Léonard reprend cette formule nordique, hein, fond sombre, position de trois quarts, hein. Mais il invente un mouvement tout à fait beaucoup plus... Alors voilà, c'est une formule qu'il a manifestement beaucoup développée lorsqu'il était à Milan. On le voit dans ses deux autres portraits faits durant cette époque-là de sa vie. Le portrait de musicien dans l'Ambrosienne, qui lui est vraiment strictement flamand. Hein. Vous voyez dans la position du personnage, dans cette main aussi, posée un peu de façon un peu fictive hein, sur le bord du tableau. On voit aussi cette même formule dans La Dame à l'Hermine hein, du musée de Cracovie. Hein. Deux mots sur cette dame à l'hermine. Certains ont peut-être noté qu'il y a écrit en haut la belle ferronnière par Léonard de Vinci avec une orthographe un peu particulière. Da Vinci, A-W-I-N-C-I, parce que c'est manifestement du polonais. Les Czartoryski, lorsque le tableau est entré dans leur collection, ont écrit ça en haut du tableau au début du 19e siècle. C'est pour vous montrer combien, vous voyez, la force de cette anecdote de la belle ferronnière était tellement forte qu'on a collé ce nom sur un portrait qui, a priori, n'a pas grand rapport avec la belle ferronnière. Dans le tableau de Léonard, on sent vraiment cette volonté d'aller encore plus loin dans cette volonté dans la réutilisation des portraits de trois quarts à la flamande. Hein. Vous voyez ici le parapet qui stabilise en quelque sorte la composition et Léonard qui nous fait assister au pivotement de la figure. Le buste est vraiment de trois quarts, le visage, lui, de face et les yeux finalement vont encore plus loin vers la droite, semble nous regarder mais finalement ce regard nous échappe et il va encore plus sur la droite. C'est vraiment cette appropriation des codes traditionnels pour en tirer une énergie nouvelle, et ça c'est vraiment quelque chose de typiquement léonardesque qu'aucun de ses élèves n'aurait osé, qui sont plus gérés dans la reprise plus servile des modèles qu'ils connaissent. Ce relief sculptural du tableau, ce dynamisme de la figure, hein, la subtilité du travail pictural, je dirais tout ça caractérise vraiment la main de Léonard. Et je dirais que depuis les années 1980, il y a quand même un certain accord de la critique des historiens pour vraiment désormais rendre ce tableau à Léonard définitivement. Et la restauration actuelle ne fait, je dirais, qu'amplifier ce désir de lui rendre ce tableau. Alors pour autant, c'est un beau tableau certes, hein, mais je n'ai toujours pas résolu la question de l'identité du modèle. Vous l'avez compris, le problème c'est que pour le moment, on n'a trouvé aucun document du XVIe siècle qui évoque clairement ce portrait. On ignore même comment il est entré dans la collection royale de France. Alors ceux qui ont suivi mon courrier sur la belle ferronnière, sur la Joconde, se souviendront que dans le journal de voyage du cardinal d'Aragon, hein, qui donc fait un voyage politique au nord de l'Italie, en France, a rencontré Léonard en octobre 1517, a vu le portrait d'une certaine Florentine faite à la demande du jeune Médicis. Le lendemain, ce cardinal d'Aragon va au château de Blois et voit une certaine dame de Lombardie, peinte au naturel, assez belle, mais selon moi pas aussi belle que la signora Gualanda. Vous vous souvenez que certains ont dit « Ah, mais voilà, la signora Gualanda, c'est le portrait de la Joconde que le cardinal avait vu la veille, et puis la belle dame lombarde, c'est très certainement la belle ferronnière, la fausse belle ferronnière du Louvre. » Malheureusement, comme je vous le disais hier, hein, là encore, ce texte est beaucoup trop imprécis, aucun nom d'artiste, on ne sait pas s'il y en a, et puis aucun rapport direct avec l'épisode de la veille. Donc il est possible qu'il y fasse il fait la mention du portrait de la belle ferronnière, mais ce texte est malheureusement trop imprécis. En fait, les premières réelles descriptions, voilà cette fameuse comparaison qui aurait été faite par le cardinal entre ces deux tableaux, mais qui reste aujourd'hui un grand point d'interrogation.
Alors le vrai premier document, sans doute, où il est fait mention réellement de ce tableau dans les collections royales, c'est toujours ce texte fondamental pour ceux qui s'intéressent aux collections royales, ce trésor des merveilles de la maison royale de Fontainebleau, écrit par le père Pierre d'An en 1642. Ce père fait l'inventaire des tableaux de Léonard conservés à Fontainebleau. Il y en a 5. Vous vous souvenez que le 5e, c'était le merveilleux, le 5e et le premier Onasime, c'était la Joconde. Et le 4e, c'est sans doute notre fausse belle ferronnière, celui qu'il appelle un portrait d'une duchesse de Mantoue. Cette identification à une duchesse de Mantoue, une princesse de Mantoue, a d'ailleurs été reprise par un biographe du XVIIe siècle très important, Raphaël Trichet-Dufresne, qui est le premier à publier le traité de la peinture. Et en préambule, il fait une vie de Léonard de Vinci, et dans cette vie, il ne manque pas de parler et ancora bello, un altro ritratto del medesimo Leonardo qui est à Fontainebleau, donc, et aussi très beau, un autre portrait du même Léonard qui est à Fontainebleau, et que l'on dit être celui d'une marquise de Mantoue. Donc lui, manifestement, est au courant de cette identification qui néanmoins disparaît complètement. Vous vous souvenez, je vous avais dit après, on retrouve des nouvelles de notre tableau dans l'inventaire de Charles Brun en 1683, où c'est tout simplement une femme. Et cette identification, cet anonymat, elle reste dans cet anonymat jusqu'en 1784, où là, c'est le dernier inventaire de la collection royale. C'est Durameau, le peintre Durameau, qui rédige un catalogue des tableaux du roi Louis XVI, conservé à la surintendance de Versailles. Et c'est le premier à proposer, cette fois, une nouvelle identification complètement farfelue. Je ne sais pas ce que Durameau avait fait là aussi ce jour-là, mais en tout cas, il mentionne la belle ferronnière dans la première pièce, le portrait de profil, il le dit bien, et dans la deuxième pièce du directeur, accrochée ici en hauteur, à côté de la cheminée, Anne de Boulaine. Bon, par Léonard de Vinci. Alors Anne de Boulaine, c'est en fait Anne Boleyn, la seconde épouse du roi Henri VIII, le roi d'Angleterre, qui est tristement morte, vous vous souvenez très bien comment, sur exécution, sur l'ordre, décapitée sur ordre de son mari. Évidemment, Anne Boleyn, ça n'a pas convaincu grand monde, parce que Anne Boleyn, on connaît assez bien ses portraits, il en existe un certain nombre, et elle est tout à fait habillée à la mode nordique, c'est proche d'ailleurs de la mode française, elle a vécu en France du reste un certain temps, et donc elle ne ressemble absolument pas au portrait de cette dame qui se trouvait dans la collection royale. Identification donc qui a complètement disparu. En revanche, quelques années après Durameau, une personnalité tout à fait importante pour la connaissance de Léonard, certain Giovan Battista Venturi, dont je vous montre ici le portrait, a été le premier à proposer vraiment quelque chose d'assez convaincant et qui convainc toujours un grand nombre de spécialistes aujourd'hui. Ce monsieur Venturi, c'est vraiment une personnalité assez particulière et remarquable. C'est un Italien, un physicien italien, qui s'est installé en France en fait en 1796. Il a étudié les manuscrits de Léonard qui venaient d'être emportés par les Français à la Bibliothèque Ambrosienne et se trouvaient désormais à l'Institut de France et à la Bibliothèque nationale. Et ce monsieur, grâce à cette familiarité qu'il avait avec les carnets de Léonard, à un moment, dans le Codex Atlanticus, vous savez, ce grand codex factice de Léonard, il a trouvé un poème, un très beau poème écrit en latin et dans lequel il est question d'un portrait peint par Léonard de Vinci et représentant une certaine Lucrezia Crivelli. Alors, qui était Lucrezia Crivelli? C'était en fait la dame d'honneur de Béatrice d'Este, l'épouse du duc Ludovic le Mort, qui devint en fait, malheureusement pour Béatrice, la maîtresse de Ludovic, du duc lui-même, à partir de 1495 et jusqu'à la fin du règne, jusqu'à ce que les Français envahissent le Milanais en 1499. Elle a même été la mère. Elle a porté 2 enfants, donc naturels du duc, pendant cette période-là. Alors ce n'est qu'assez récemment qu'on a trouvé l'auteur de ce poème, un grand poète en fait de cette époque-là, Antonio Tebalteo. Je vous montre ici un portrait de ce monsieur, de ce poète attribué à Raphaël. Et donc notre Venturi, dans un ouvrage très important pour la connaissance du Léonard, je dirais scientifique, c'est le premier ouvrage consacré à cet aspect de la vie de Léonard, son essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci. Dans cet ouvrage, il dit « Je pense que le portrait de femme de 3/4 du Louvre, qui était désormais au Louvre, est le portrait de Lucrezia Crivelli ». Alors ça va avoir vraiment un immense succès et comme je vous le dis encore aujourd'hui, certains sont tout à fait convaincus que c'est très certainement cette favorite de Ludovic le Mort. Du coup, ça en faisait en quelque sorte la seconde favorite de Ludovic le Mort, après un autre portrait peint par Léonard de Vinci, le portrait de la Dame à l'Hermine qu'on identifie aujourd'hui avec Cecilia Gallerani. Ceux qui auront le courage de se payer la littérature ancienne sur Léonard me diront « Ah, mais vous savez qu'elle aussi, on l'a identifiée à Lucrezia Crivelli, où elle-même a
Cecilia Gallerani, c'est vrai qu'on a hésité pendant un moment au XIXe siècle entre les deux maîtresses, parce que avant on n'avait pas forcément bien compris quelque chose qui semble assez pertinent, c'est que l'Hermine dans les bras de cette belle est très certainement une allusion au nom même de la dame. Hein. Hermine en grec se dit Gallet, et c'est sans doute un jeu de mots sur le nom Gallet Gallerani. Et je dirais que cette idée, et puis même l'analyse stylistique du portrait, aujourd'hui convainc tout le monde pour reconnaître ici Cecilia Gallerani, une des maîtresses de Ludovic le Mort à la fin des années 1480, et ici donc quelqu'un de différent, en tout cas certainement plus Cecilia Gallerani, mais peut-être cette Lucrezia Crivelli. Alors si cette identification aujourd'hui a fait grande fortune et toujours suivie, malgré tout, vous pouvez évidemment, vous êtes habitués maintenant, les spécialistes adorent avoir des avis divergents, sinon c'est pas drôle, et puis ça permet d'écrire des livres, et donc ils ont cherché évidemment d'autres pistes. Certains se sont par exemple dit « Ah mais attendez, au XVIIe siècle, on disait bien que c'était une marquise de Mantoue, les gens n'ont pas inventé n'importe quoi, ça doit être le lointain souvenir de quelque chose de vrai. » Et ils se sont donc mis à pister toutes les princesses de Mantoue possibles. C'est ainsi qu'on a proposé, par exemple, Isabelle d'Este, la marquise de Mantoue, mais là encore, lorsqu'on a compris que le carton du Louvre, lorsqu'on a bel et bien compris que c'était vraiment le carton de Léonard de Vinci représentant la marquise de Mantoue, Isabelle d'Este, une comparaison entre les deux a fait qu'on a un peu oublié cette hypothèse d'identification à Isabelle d'Este. D'autres ont dit, ça n'est pas Isabelle d'Este, mais ça pourrait bien être Elisabetta Gonzaga. Bon, d'accord, c'est la duchesse d'Urbino, mais c'est aussi la sœur du marquis de Mantoue, donc grosso modo, c'est une princesse de Mantoue. Là encore, je dirais pas de chance, parce que effectivement, le portrait que l'on connaît d'elle, qui est un portrait conservé aux offices, attribué au jeune Raphaël, c'était peut-être pas son jour de plus grande forme, Elisabeth Gonzaga, ce jour-là, mais en tout cas, là encore, une comparaison entre les deux n'est pas à l'avantage de la duchesse d'Urbino. D'autres ont dit, allez, on ne s'occupe pas de cette histoire de Mantoue, mais réfléchissons plutôt aux conditions de commande du tableau que l'on voit au Louvre. D'abord, analysons la tenue vestimentaire. Et c'est vrai qu'elle est tout à fait caractéristique de ces années 1490. L'habit à l'espagnol, qui vient de cette mode de la famille d'Aragon à Naples. La camorra, cette robe assez dégagée sur la poitrine, à laquelle les manches sont attachées par des rubans, ici qui sont verts. La coiffure, tout à fait caractéristique. L'arrêt au centre. Les chevelus qui sont maintenus à l'arrière dans cette kouffia, en soie et fil d'or. Elle-même retenue au centre, au niveau du front par ce qu'on appelle la lenza, une sorte de diadème en fil de soie orné d'un bijou ici. Et à l'arrière, les cheveux sont tressés, enserrés dans ce qu'on appelle le trenzale. Je vous montre ici à titre de comparaison toujours le portrait de Bianca Maria Sforza. On comprend parfaitement, il faut se dire qu'à l'arrière, il y a exactement la même chose chez notre fausse belle ferronnière. Vous voyez le trenzale, un tissu de soie blanche, souvent fixé par une cordelette et qui permet de maintenir donc tous ces cheveux. Du reste, les bons observateurs retrouveront aujourd'hui dans le tableau du Louvre, on voit les lignes et on voit bien qu'il y a cette cordelette qui maintient les cheveux, et puis c'est légèrement plus grisâtre qu'ici, parce qu'il y a bien ce tissu de soie. Alors cette tenue donc de la belle ferronnière coïncide parfaitement à l'époque où Léonard de Vinci vit à Milan, c'est-à-dire entre 1483 et 99, là où il travaille en fait essentiellement pour des commandes du duc Ludovic le Mort. De cela, on peut déduire, je dirais avec une certaine probabilité, que la fausse belle ferronnière est très certainement une dame importante de la cour de Milan. Alors pour identifier le modèle, les historiens ont essayé, ils se sont dit, c'est Léonard, c'est une dame importante de la cour de Milan, donc pour essayer de trouver laquelle ça peut être, laquelle est la prétendante la plus pertinente, essayons de dater le tableau. C'est là où on est face à un grand problème. Léonard a assez peu peint dans sa vie. Dans ces années millénaires, on connaît assez peu de choses de lui. Il y a quand même un certain nombre de tableaux, mais de datation difficile. Les fameuses deux Vierges Rochers. Il y en a une, c'est vrai, commencée en 1483, celle du Louvre. Celle, vraisemblablement plutôt dans les années 1490. Mais les deux ont énormément de repentir. Quand est-ce qu'elles ont été terminées? On ne le sait pas vraiment très bien. Il y a aussi ces portraits, ces deux portraits que je vous avais déjà montrés. On a tendance à les dater plutôt des années 1480, elle essentiellement 1489-1492 parce que un poème a été écrit en l'honneur du portrait de Cecilia Gallerani en 93. Donc c'est des indices mais qui ne sont pas tout à fait pertinents. En tout cas, et puis il y a aussi la scène, la fameuse scène qui est plutôt des années 1490. Mais tout ça constitue un corpus assez réduit. Ici c'est une peinture en plus, une fresque. Donc on a du mal à, je dirais, avoir une analyse stylistique fine et une proposition de datation fine pour notre fausse belle ferronnière. Il est vraisemblable en tout cas qu'elle, dans cette chronologie des portraits, effectivement, elle doit plutôt venir en dernier.
en témoigne l'évolution même dans la façon de concevoir le portrait. Il y a vraiment ici un jeu avec le spectateur beaucoup plus élaboré, un mouvement de la figure qui montre une certaine maturité et peut-être aussi d'un point de vue stylistique, une plus grande encore maîtrise des transitions de lumière. Si cela est juste, c'est-à-dire que si La Belle Ferronnière vient après le portrait de la Dame à l'hermine, c'est-à-dire dans les années 1490, on est donc, je dirais, face à, au début des années 1490, on est donc face à des possibilités d'identification plus réduites. Donc, là, les hypothèses arrivent, malheureusement multiples. L'une des premières, l'une des idées de certains spécialistes, et qui est assez développée aujourd'hui, serait d'y voir Béatrice d'Este, l'épouse du duc Ludovic le Mort. Beaucoup ont insisté sur la ressemblance entre ces deux œuvres, le buste de Gian Cristoforo Romano et Léonard de Vinci. J'avoue, pour ma part, je ne suis pas très convaincu. C'est possible, peut-être, mais alors ça sous-entend que Léonard de Vinci a fait quand même un important travail d'idéalisation des traits du modèle, là où on a un modèle qui a le bas du visage beaucoup plus développé ici, même la forme du nez et des yeux. On a l'impression d'avoir quelque chose de plus réaliste ici, et ça sous-entendrait que Léonard ait largement retravaillé, arrangé un petit peu les traits de Béatrice d'Este. Donc là encore, je dirais que l'hypothèse est quand même difficile à soutenir jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a aussi une autre hypothèse très intéressante, très récemment proposée, celle d'y voir Isabelle d'Aragon. Isabelle d'Aragon, dont je ne vous montre pas d'image, mais qui est arrivée à Milan en 1489. Elle devait épouser le prédécesseur de Ludovic le Mort, le vrai duc, Gian Galeazzo Sforza, qui est mort en 1499. En fait, et vous me pardonnerez par rapport à hier où je suis parvenu à une sorte de solution, aujourd'hui, malheureusement, nous devrons connaître, si nous voulons être de vrais historiens, je dirais qui suivons les témoignages anciens et les documents, aujourd'hui nous devons avouer qu'il est absolument impossible d'identifier avec certitude la fausse Belle Ferronnière. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, si vous allez à côté du tableau, vous verrez comme cartel portrait d'une dame de la cour de Milan, dit à tort la Belle Ferronnière. En fait, pour le moment, les différentes méthodes d'analyse des historiens de l'art, la comparaison avec des portraits contemporains, l'analyse stylistique, la recherche en archives, tout ça pour le moment n'a pas permis de percer le mystère de son identité. Et je dirais qu'en conclusion, on ne peut qu'espérer que les recherches, et je dirais beaucoup les recherches en archives, se poursuivent. Peut-être un jour, un document inédit nous révélera enfin ce secret qui peut-être nous permettra de comprendre, d'interpréter, de mieux interpréter ce regard si ambigu, si fascinant, si hypnotisant, si étrange, si vraiment mystérieux, qui capte sans vraiment capter définitivement le regard du spectateur, ce visage, le regard de ce visage de cette merveilleuse jeune femme. Je vous remercie.